Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, le vol inaugural de la ligne directe Mayotte-Paris, la nouvelle ligne. Si le décollage est prévu ce soir à 21h20, des voix se sont déjà élevées pour dénoncer notamment la compagnie qui le propose. Air Austral est ainsi pointé du doigt. Mais avant de vous en dire davantage, je vous propose de voir les titres de ce vendredi 10 juin. Annoncé depuis plus d'un an par le Premier ministre Manuel Valls, le nouveau vol direct d'Air Austral décolle ce soir. Un moment important pour le département, puisqu'il sera désormais possible de rallier la métropole en 9 heures. Qualifié de mini-révolution par beaucoup, d'autres sont néanmoins plus sceptiques sur le sujet. Explication. Ce matin se tenait à la CAPAM la remise du prix Meilleur Pêcheur 2015. Une récompense créée il y a 3 ans afin de valoriser les professionnels du secteur. Mais au-delà des honneurs, il s'agit aussi et surtout d'un moyen de lutter contre les circuits informels qui nuisent gravement au travail des pêcheurs. Ce soir, l'équipe de France de football entre en lice dans son Euro. À ce titre, plus de 85 jeunes Mahorais s'envolent pour Paris afin de participer à la ferveur populaire et de soutenir les Bleus. Nous avons pu les suivre avant le grand départ pour la métropole hier, mais aussi ce matin. Reportage à la fin de cette édition. Je vous le disais à l'instant, c'est ce soir 21h20 qu'aura lieu le vol inaugural de la nouvelle ligne directe Mayotte-Paris. À l'approche de l'événement, nombreux sont ceux à s'exprimer sur ce que beaucoup considèrent comme une mini-révolution. En effet, il sera désormais permis de rallier la métropole en 9 heures. Une bonne nouvelle en apparence, même si les avis sont encore très mitigés sur le sujet. Nous avons ainsi interrogé la population sur ce nouveau vol d'Air Austral. Un sujet signé de Nzena Studio, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. C'est un événement attendu depuis plus d'un an. Et l'annonce du Premier ministre Manuel Valls d'une nouvelle ligne directe Mayotte-Paris. Le vol inaugural est prévu pour ce soir et certains se réjouissent déjà face à ce que peut apporter cette nouvelle offre sur le marché aérien. Mais moi je crois que le vol direct c'est une super nouvelle parce que ça va permettre de gagner beaucoup de temps, quasiment 6 heures sur chaque voyage aller. Donc je crois que c'était une belle opportunité, que tous les Mahorais seront contents de pouvoir utiliser cet avion. Si nombreux sont ceux à partager cet avis, certains attendent encore de voir avant de se prononcer réellement sur les conséquences bénéfiques de ce vol. A priori c'est une bonne nouvelle, mais ce que je crains en fait, comme un peu les TGV et les trains, j'ai peur qu'on nous annonce que le prix de billet est moindre par rapport au passage à La Réunion, mais que ça ne devienne le contraire. Mais donc voilà, si le prix du billet reste en dessous de 800 €, c'est bien, sinon bon, on se pose des questions. En effet, les prix restent encore et toujours la grande interrogation des voyageurs. Car s'il est indéniable que ce vol direct en 9 heures représente une avancée majeure pour le département, le prix des billets est encore source de frustration et de questionnement. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose dans la mesure où les prix ne vont pas baisser réellement. Actuellement, il y a un tapage, je dirais, de publicité concernant un fameux billet à 690 ou à 699. Mais en réalité, ce billet-là, et ce tarif-là n'est applicable que pendant 2 mois, c'est-à-dire les mois où tout le monde travaille, où tout le monde ne prend pas de vacances, les mois de septembre et de octobre. Et je pense que ce que fait Austral, c'est dans le seul but de satisfaire la direction de Air Austral et non pas de porter une aide aux Mahorais et aux Mahoraises pour les soulager des tarifs exorbitants entre Mayotte et la métropole, et aussi entre Mayotte et Saint-Denis de la Réunion. Quels que soient les avis des uns et des autres, ce nouveau vol inauguré ce week-end représente un pas en avant pour tous ceux qui souhaitent rallier rapidement la métropole. Et pour le reste, le temps sera juge.
Et des réactions sur ce vol inaugural, il y en a bien d'autres et cette fois c'est l'un des actionnaires qui s'exprime, à savoir Théophane Narayanan. Avec des propos très accusateurs et particulièrement virulents, il a malgré sa qualité d'actionnaire pointé du doigt la compagnie. Je vous propose d'écouter la teneur des propos en question tenus ce matin lors de la matinale de Kwesi. Air Austral est en train de faire valer des couleuvres à la population. Moi, ce vol direct, on en reparle dans 3 mois. C'est un leurre. Techniquement, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils vont faire un décollage à moitié charge. Après, ils vont faire des décollages pleins. Ils iront faire le plein à Djibouti ou à Nairobi pour monter à Paris. Du coup, on va allonger le vol et on sera comme si on était à La Réunion. Aujourd'hui, il faut savoir, quand on passe par La Réunion, le billet d'avion était à 1100 € et quand on fait en vol direct, on est à 2000 €. Il faut aller sur Internet. Il faut m'expliquer c'est quoi l'intérêt pour un pauvre Maoré qui a envie d'emmener sa famille une fois à Paris pour rencontrer les gens. C'est quoi le plaisir de faire un vol direct de 8000 km, de payer 2000 € et en passant par La Réunion à 10 000 km, de payer 1100 €. Soit une différence de 900 €, c'est-à-dire le prix d'un billet d'avion par concert si on passe à Madagascar. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges de cette affaire. Il y a eu un plan de communication qui a été mis en place et on continue à croire que Mayotte c'est la poubelle, c'est celui qui va payer le plus cher et on va venir seulement pour sortir les richesses de Mayotte. À noter que l'intégralité du temps de parole de Théophane Narayanan sera disponible à la fin de cette édition. Théophane Narayanan, je rappelle, qui est actionnaire de la compagnie Air Austral et par ailleurs patron de la société IBS qui fête ses 20 ans. Et ce matin se tenait à la CAPAM la cérémonie de remise des prix du meilleur pêcheur 2015. Organisé depuis 3 ans, le concours récompense les pêcheurs professionnels de l'île, ceux qui ont commercialisé la plus grande quantité de poissons au cours de l'année. L'événement vient ainsi valoriser les circuits dits formels. Autre objectif affiché, encourager la création de poissonneries agréées, gage de la fraîcheur et de la qualité du poisson pour les consommateurs. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Captain Alandor, la Copemaille, la poissonnerie du centre, le Covipem de Mtsapéré et le Covipem de Mtsahara. Toutes les poissonneries agréées étaient nominées pour le titre de meilleur pêcheur 2015. Abdallah Sharif et le Covipem de Mtsapéré ont remporté le premier prix, même si au-delà du titre, c'est avant tout la valorisation du travail formel que chacun souhaite retenir. On a presque l'entière de la production pêche côtière qui est vendue aujourd'hui avec les brouettes. C'est pour pouvoir encourager tous les pêcheurs qui puissent venir vendre leurs poissons dans les Covipem, dans des structures bien agréées et que les gens puissent avoir un produit sain. Vous savez très bien, avec toutes les maladies qui existent aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui à vendre du poisson informel dans les rues, dans des brouettes, des poissons congelés, décongelés, recongelés. Je pense que c'est la santé de nos enfants demain et de l'avenir de ce pays. Et aujourd'hui, vous savez très bien que nous rentrons dans l'Union européenne. Il faudrait que nous aussi, on soit aussi exemplaires. Exemplaires dans quel domaine? Exemplaires au niveau de la santé. Je pense que les règles européennes sont très strictes dessus. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, malgré les petits moyens qui nous coûteront la DAF, nous essayons aujourd'hui de pouvoir encourager ces pêcheurs qui puissent vendre dans des poissonneries qui sont agréées, qui a de la glace, qui sont vraiment très bonnes, pour pouvoir que les gens puissent consommer un produit sain. Les pêcheurs mahorais peinent à s'en sortir en raison de nombreux freins au développement de cette activité, pourtant primordiale à Mayotte. Le vainqueur du meilleur pêcheur côtier en appelle donc aux autorités. C'est important pour moi, effectivement. C'est toute personne qui reçoit un cadeau, ça fait plaisir. Et surtout qu'il s'agit de ce domaine d'activité. La pêche ne fonctionne pas par rapport au réseau informel qui existe. Nous sommes à côté à Mtsapéré. On a à côté, à 2 pas de notre structure, des revendeurs qui font de la vente agressive. Et surtout par rapport aussi à tout ce qu'on entend par rapport à par les tonniers seigneurs, par les nombreux contrôles qui se font. Donc voilà, on aimerait bien que cela s'améliore aussi, quoi, pour qu'on puisse travailler dans la sérénité. Surtout qu'on nous donne aussi des zones de pêche parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas où aller pêcher. On pêche un peu de gauche à droite. Cette 3e édition aura une nouvelle fois permis d'encourager
tous ceux qui sont dans la légalité et qui font en sorte que la pêche se développe à Mayotte. On a eu des résultats, mais il faut continuer. Vous savez que la France n'a pas été construite à une seule fois. Et je pense que c'est à nous aussi de mettre en place ce système pour pouvoir encourager tout le monde qui puisse venir se fédérer à cet événement. La lutte entre le travail formel et informel touche de nombreux secteurs sur l'île. Et si cette cérémonie n'a pas la prétention ni le pouvoir de régler le problème, elle a néanmoins le mérite de faire avancer les choses. Parlons météo maintenant. De novembre 2015 à avril 2016, Mayotte a connu des records historiques de chaleur, conséquence du phénomène climatique mondial El Niño et du réchauffement de la planète. Ces températures exceptionnelles devraient néanmoins laisser place à des températures plus fraîches. En effet, le risque de l'apparition du phénomène inverse, la Niña, est déjà envisagé par les météorologues. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur départemental de Météo France qui nous en dit plus sur le sujet. On l'écoute. Alors la Niña, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on voit les signes d'une mise en place d'un phénomène qu'on appelle la Niña. Alors, un El Niño n'est pas forcément suivi de la Niña. Alors, les noms se ressemblent parce qu'en fait, la Niña, c'est l'exact opposé de El Niño. Et concrètement, dans le canal du Mozambique à Mayotte, il y a plusieurs conséquences. La première conséquence d'un épisode de la Niña, c'est des températures de la mer qui sont plus fraîches que d'habitude. Et comme on est une petite île, la température extérieure dépend énormément de la température de l'eau de mer. Donc, on va avoir, normalement, devrait être en dessous des normales de saison. Alors, il faut quand même relativiser parce que ça dépend. On ne sait pas à quel niveau, à quel degré. On est très tôt, hein, on est à peine en juin, hein, on est loin d'être en décembre. Ouais. Donc, on ne sait pas trop de comment ça va se mettre en place. Si on a franchement un gros épisode de la Niña, on va franchement avoir des températures qui vont baisser. Si on a un petit épisode de la Niña, ce qu'on est incapable de dire pour l'instant, eh ben, peut-être que cette baisse de température sera compensée par la hausse de température avec le changement climatique. Des propos recueillis donc ce matin lors de la matinale. Et lundi, le réseau d'observateurs Tigno, créé par le parc marin, soufflera sa première bougie et ça sera au cinéma Alpaggio. Nous avons ainsi reçu 2 acteurs du parc marin cet après-midi. On écoute cette interview enregistrée au micro de Pierre Bellucci. Et on accueille aujourd'hui Jeanne Wagner. Vous êtes chargée de mission patrimoine naturel au sein du parc marin, ainsi que Julie Baquet, vous êtes animatrice du réseau Tiono, au sein également du parc marin. Bonjour. 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 Alors avec vous, on va parler justement de Tiono, ce réseau qui a été créé il y a 1 an, il fête ses 1 an. Qu'est-ce que c'est Tiono exactement ? Alors Tiono, c'est un réseau d'observateurs. Il est participatif, c'est-à-dire qu'il invite les observateurs à partager leurs observations d'espèces marines rencontrées à Mayotte. Alors quand vous parlez d'observateurs, c'est-à-dire tout le monde, ça peut être n'importe qui ? Oui, bien sûr, c'est tout public et on a également des affiliations avec les professionnels. Alors Jeanne, justement, il y a un travail qui a été fait avec les professionnels au niveau du parc marin. Vous êtes chargée donc de mission patrimoine naturel. C'est important ce travail justement que vous menez avec les professionnels. C'est eux finalement qui sont votre plus grande source, j'imagine, d'informations au niveau de ce qui se passe sur le lagon. Oui, exactement. Donc pour l'instant, il y a 60% des informations qui proviennent des professionnels de la mer. Donc c'est une source très importante, surtout que ces gens ont aussi la connaissance sur ce milieu et notamment des espèces qu'ils observent. Alors ça fait 1 an que Tiono a été créé. Quel est le premier bilan que vous pouvez dresser là après ces 1 an ? Eh bien, donc on a eu plus de 1400 observations collectées. On a 75 observateurs aujourd'hui. Et on a également collecté 600 photos. Alors dans quel but ? Quel est l'objectif recherché par le réseau Tiono ? Donc le premier objectif est d'améliorer les connaissances sur les espèces marines, puisqu'on sait qu'à Mayotte, il y a beaucoup d'espèces qui sont présentes dans le lagon et à l'extérieur. Et donc le but, c'est d'améliorer ces connaissances. C'est également un moyen de fédérer les usagers de la mer et de les sensibiliser. Alors Jeanne, est-ce que après il y a une base de données, comment ça se passe ? Comment ces données ensuite sont traitées au niveau du parc marin ?
Alors déjà, chaque observateur, lorsqu'il fait son observation, le soir, il peut la rentrer sur notre plateforme informatique, plateforme web, où là, donc, plusieurs informations sont demandées qui permettent de décrire cette observation et l'espèce observée. Ensuite, au sein du parc, donc c'est les coordinateurs du réseau, dont Julie, qui vont valider ces données qui ont été renseignées par les observateurs. Et qui vont donc être renseignés dans une base générale que nous ensuite on pourra analyser pour obtenir les résultats sur ces espèces. Alors qu'est-ce qui fait que c'est validé justement ? Alors du coup, c'est mon travail. Je vérifie en fait l'observation. Je vais vérifier chaque information qui est saisie. Et en fonction des informations saisies, si je ne connais pas l'observateur, je vais le contacter pour vérifier qu'il a bien identifié l'espèce. Et si c'est un opérateur ou quelqu'un qui valide, qui saisit souvent des informations, en général, il n'y a pas besoin de revenir vers lui et l'observation est validée. Alors ça fait 1 an, le premier bilan semble positif. Est-ce qu'on a découvert des merveilles grâce à Tiono ? Oui. Bien sûr, je pense, pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles découvertes d'espèces qui n'a pas encore été recensées dans le lagon de Mayotte. Mais en fait, c'est surtout la quantité de données collectées qui est très importante et qui nous permet vraiment de dresser un bilan très intéressant sur ces espèces qu'on n'aurait pas pu arriver à obtenir en faisant, par exemple, des suivis qui sont logistiquement beaucoup plus contraignants que si on demande à tout le monde de participer. Ça donne des idées, on imagine, dans d'autres secteurs, et puis notamment au sein du parc marin, on imagine, de créer justement cette espèce de plateforme citoyenne où tout le monde peut... vous envisagez peut-être d'autres formes de participation de la sorte au sein du parc marin actuellement ? Alors là, pour l'instant, ça reste plutôt sur le patrimoine naturel. Ensuite, effectivement, il y a une version 2 de Tiono qui est en cours, qui est en cours de construction, on peut dire. Et elle va cibler plus d'espèces que maintenant. Ça sera plus intéressant pour l'observateur de renseigner ces données. Une plateforme plus jolie, plus facile d'utilisation. Il y aura aussi des catalogues de photo-identification qui seront disponibles sur la plateforme, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors lundi, il va y avoir un événement, vous pouvez nous en dire un peu plus au cinéma Alpaggio, justement, concernant ce réseau de Tiono ? Oui, donc on va fêter les 1 an de la plateforme, donc ça sera à 18h30 au cinéma Alpaggio. Donc on va revenir sur tous les résultats qu'on a pu obtenir durant ces 1 an. On a rédigé un rapport d'activité qui pourra être également disponible. Et on reviendra sur la participation de tous les observateurs, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pu en sortir, les nouvelles espèces, des cartes de répartition des espèces, pour savoir où c'est qu'elles sont présentes. Et il y aura également récompense des meilleurs observateurs. Qui recevront un lycra aux couleurs de Tiono. Également une remise de prix. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant pour les années à venir ? Que ça continue et surtout qu'on arrive à fédérer vraiment tous les acteurs du milieu marin, tous ceux qui sont présents en mer pour nous aider à recenser ces espèces et augmenter les connaissances sur le milieu marin ensemble. Jeanne Wagner, Julie Baquet, merci beaucoup pour cette interview. Et puis on sera présent lundi au cinéma Alpaggio. Merci. Merci beaucoup. Et on continue, nous vous en parlions hier. L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, et ses partenaires ont signé le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de Kaweni. Ainsi, dans les années à venir, ce village aura un tout autre visage. Nous avons à cette occasion souhaité faire un point sur l'évolution de Mayotte, et ce, en termes de bâti et de matériaux utilisés pour la construction. Adèle Laurent nous fait ainsi revivre l'histoire du patrimoine bâti de l'île au Lagon. Regardez, c'est maintenant. Les prémices de la brique de Mayotte, sauf que celle-ci, c'est pas de la terre, c'est du corail. Et toute la maçonnerie ici est en corail. Et quand on regarde dans les linteaux, et ça c'est le cas ici et puis dans le reste de la mosquée, c'est des blocs. Et le corail, il se présente pas en bloc dans la nature. Donc c'est des gens qui ont fabriqué des briques avec ce corail pour pouvoir construire de façon plus facile et plus régulière.
Marion Lalanne est historienne du patrimoine. Après être passée par la couveuse d'entreprise, elle a créé sa société Gallia Patrimoine en novembre dernier. Au début du mois, elle a remporté le prix spécial du jury du concours de talent de la création d'entreprise organisé par la boutique de gestion. Elle travaille actuellement sur des sujets plus que variés, le patrimoine du XXe siècle de Mayotte, les usines sucrières ou encore le patrimoine religieux et sacré. Elle nous explique comment, à son sens, allier modernité et tradition. Le patrimoine est vivant, donc tout est toujours en perpétuelle modification, évolution. De toute façon, ce qui compte, c'est que ce soit toujours adapté aux besoins de l'homme. Donc si un patrimoine ne répond plus aux besoins de l'homme, il est un petit peu voué à disparaître, c'est pas forcément choquant. En revanche, là où ça pourrait être inquiétant, c'est quand on voit une fulgurante évolution du bâti, c'est-à-dire qu'en ce moment, Mayotte est en chantier à peu près partout. Dans n'importe quelle rue où on va, il y a des chantiers. Et là où ça pourrait être inquiétant, c'est de voir que ces nouvelles constructions puissent complètement recouvrir l'ancien. Et anciennement à Mayotte, ce n'est pas le parpaing qui était utilisé dans le bâtiment, mais la brique produite localement. Marion Lalanne nous en dit plus. L'idée, c'était de construire en dur avec des ressources locales. Et on a réalisé que la terre de Mayotte et la pouzzolane étaient tout à fait propre à fabriquer des briques très solides et à la fois bien isolantes de la chaleur et de l'humidité. Bref, un matériau assez idéal pour construire des maisons. Donc l'idée, c'était de fabriquer local avec des matériaux locaux et aussi de faire travailler des personnes qui étaient formées sur place sur cet artisanat-là. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout confiance à ce matériau et on ignore un peu pourquoi. On a arrêté de construire en briques. On a souhaité se concentrer plus sur le parpaing de béton ou le béton banché, donc qui sont aussi d'autres matériaux qui permettent de faire des constructions intéressantes aussi, mais qui ne sont pas locaux, donc qui provoquent forcément un surcoût dans la construction. Lancée dans les années 80 par la CIM, la brique a permis de créer une réelle filière économique jusqu'aux années 2000. Un autre matériau utilisé à Mayotte, la pierre. La mosquée de Tsingoni, plus ancienne mosquée en activité de France, a été conçue en 1538 avec ce matériau. Elle est inscrite depuis 2012 au titre de monument historique. Les travaux de la nouvelle mosquée accolée à l'ancienne viennent d'être terminés. Marion Lalanne nous en dit plus sur ce bâtiment alliant modernité et tradition et sur les bénéfices secondaires que peuvent apporter l'étude du bâti. La mosquée de Tsingoni, avec les différentes étapes qui constituent sa construction, et notamment le fait que Tsingoni était la capitale de Mayotte, nous renvoie à l'histoire générale de l'île, en connexion avec les Comores, bien sûr. Donc ça, c'est pour moi un élément important, c'est-à-dire qu'on permet à Mayotte de mieux connaître son histoire en étudiant un site. Et puis j'espère que pour Mayotte, ça pourra aussi être réutilisé à des fins touristiques, éducation, etc., puisque c'est un bâtiment qui ne demande qu'à être visité. L'étude du bâti peut donc servir dans d'autres domaines comme le tourisme ou l'éducation. Mais ces études servent avant toute chose à décrire une partie de l'évolution de Mayotte. Des bâtiments comme témoins de la riche histoire de l'île. Le centre pénitentiaire saturé ou encore les réactions qui se multiplient sur la crise des expulsés, c'est également dans l'actualité de ce vendredi 10 juin. Les précisions dans l'actualité en bref. Aux alentours de 6h ce matin, un tragique accident a eu lieu à Kaweni. Un autobus Matisse a percuté une jeune femme qui se rendait à son travail sur la route nationale vers le collège K2. Âgée de 24 ans, elle a succombé au choc qui, selon les témoins, a été terrible. Ce drame a créé un énorme embouteillage dans les deux sens, le temps que les forces de l'ordre sécurisent la zone. Les pompes funèbres ont ensuite pris en charge le corps et la justice va maintenant devoir déterminer les causes exactes de l'accident. La situation des expulsés ne cesse de faire réagir à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des frontières du département. Mardi, le conseil représentatif des associations noires, le CRAN, a même entamé une action judiciaire contre l'État. Un référé liberté a été déposé auprès du tribunal administratif par l'association qui considère que la petite île des Comores subit la carence des autorités françaises. L'avocat du CRAN, Johannes Louis, ajoute ainsi que Mayotte, malgré le fait qu'il s'agisse d'un département français, est tout sauf un état de droit. C'est un état sauvage, un crime contre l'humanité. On sait comment cela se finit, mais jamais comment cela commence.
Des propos rapportés par le quotidien gratuit Metro News, dans un article très orienté et bien mal informé sur la situation réelle à Mayotte. Et à Mayotte, justement, les réactions ne cessent également de se multiplier concernant la crise des expulsés. Dernier en date à avoir réagi, Saïd Ahmadi Diraos, l'ancien conseiller général et maire de Koungou. L'actuelle présidente du Parti social mahorais s'exprime en ces termes : « Nous, au Parti social mahorais, nous ne voulons pas de guerre civile à Mayotte. Il faut stopper les destructions inacceptables des bangas de manière non réglementaire. On ne répond pas à l'illégalité des constructions de bangas hier par l'illégalité des démolitions de ces mêmes bangas aujourd'hui. Osez soutenir cela si vous ne voulez pas aussi de guerre civile à Mayotte. Nous appelons à la retenue. » Raos est l'un des premiers hommes politiques locaux à aller contre les expulsions qui se multiplient. Une nouvelle preuve, s'il en est, que chacun possède son point de vue sur cette crise, sans pour autant que de nouvelles solutions n'émergent. Face à une délinquance qui ne cesse de s'épanouir à Mayotte, ce qui devait arriver arriva. Inauguré par l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira en 2014, le centre pénitentiaire de Magicavo vient de dépasser sa capacité d'accueil pour la première fois. Les 30 places du quartier mineur sont presque toutes occupées, tandis que les 278 du reste du centre pénitentiaire sont désormais remplies. Pourtant conçus pour être surdimensionnés, force est de constater que les faits de la délinquance ont largement dépassé les prévisions. Dans ce contexte, le département voisin de La Réunion risque à nouveau d'accueillir les détenus de Mayotte. Et on termine avec du sport et pas des moindres, à savoir le lancement ce soir de l'Euro 2016. Et bien sûr, tous les yeux seront rivés vers Paris où l'équipe de France de football joue le match d'ouverture contre la Roumanie. À l'occasion de ce grand événement, 85 jeunes footballeurs et encadrants de Mayotte vont assister ce dimanche à un match dans le cadre de l'opération Tous prêts Euro 2016. Un grand moment donc pour ces jeunes qui vont pouvoir eux aussi partager la ferveur populaire. Un reportage signé Dunzena Studio, Adèle Laurent et Leslie Vimnet. Après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, la plus grande manifestation mondiale sportive reste l'Euro de football. Dans le cadre du projet Tous prêts, 85 jeunes et leurs accompagnants sont partis cet après-midi pour la métropole. Le but, aller assister au match opposant l'Ukraine à l'Allemagne de ce dimanche. Mais ce n'est pas le seul événement prévu durant cet Euro 2016. Alors ce dispositif lié à l'Euro 2016 s'appelle Tous prêts. Et en fait il a deux volets. D'une part toute une campagne d'animation qui est proposée par les associations ou les mairies localement pour accompagner cet événement. Plus donc je le disais ces 1000 places pour ce qui concerne les jeunes ultramarins qui pourront assister au match de football. Donc dès le mois de janvier, en partenariat étroit avec la Ligue de football de Mayotte qui a fait un travail véritablement remarquable de mobilisation de ces clubs, nous avons pu labelliser un certain nombre d'animations tout autour de cet événement sportif. Et donc ça va être des retransmissions sur grand écran, ça va être des tournois qui sont organisés, ça va être des foires autour de ces matchs qui vont être organisés tout au long de la durée de cet Euro 2016. Les associations participantes ont répondu à l'appel à projet Tous prêts Euro 2016 afin de pouvoir emmener ces jeunes au stade de Lille. Et durant leur séjour en métropole, ces joueurs et joueuses de football ne feront pas qu'assister au match. On a prévu donc d'aller voir ce match de l'Euro. Ensuite, on a prévu des visites de sites historiques, des musées, pour aussi leur montrer qu'il n'y a pas que le sport, mais qu'on peut aussi s'intéresser à d'autres choses autour de la culture, de la danse, de l'histoire. Donc c'est vraiment un voyage découverte, parce que la plupart n'ont pas encore mis les pieds sur le sol national. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir ce territoire et tous les enjeux qu'il peuvent y avoir, pour peut-être aussi les ouvrir à un esprit plus critique quand elles reviennent sur notre île, et se dire qu'il y a aussi des choses à faire et que tout est à faire sur l'île. Avant de s'envoler pour la métropole, les jeunes nous ont fait part avec enthousiasme de leurs sentiments sur ce voyage. Je pratique le foot depuis longtemps. Je veux rencontrer des footballeurs et des autres joueurs que j'ai jamais vus à la réalité. Ibrahimovic. C'est une joie, je ne peux même pas vous exprimer parce que c'est une grande chance. C'est pas tous les jours qu'on peut y aller. L'Euro 2016, je peux même dire c'est comme la Coupe du Monde.
pas aller jusqu'à là, mais c'est une grande chance. Beaucoup d'entre nous rêveraient d'y aller. Aujourd'hui, la commune de Mamoudzou nous offre cette chance d'y aller, de regarder, de participer. Et moi, je les remercie encore beaucoup. Et je suis très contente. Pour le directeur de la jeunesse et sport de la ville de Mamoudzou, l'objectif est aussi d'étendre ce genre de projet à toutes les disciplines sportives. On a voulu amener ces jeunes justement parce qu'on compte ici créer une école communale de sport et puis qu'on ait une sélection dans chaque discipline des sports pratiqués dans la commune de Mamoudzou. Donc dans un premier temps, on les amène voir la Coupe d'Europe de football et le championnat d'Europe de football, et puis peut-être que demain ça sera un championnat de basket et d'autres disciplines, parce que la commune veut développer le sport ici dans l'ensemble, enfin dans la commune de Mamoudzou. Pour ceux n'ayant pas la chance de pouvoir encourager l'équipe française de football en live ce soir, une projection est organisée sur la place du marché de Mamoudzou à 22 h pour le match opposant la France à la Roumanie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La suite des programmes, c'est dans quelques instants avec l'invité du temps de parole. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.